C'est bon? Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'avoir l'opportunité de participer à cette journée originale. Pour moi, c'est une grande première puisque ça me donne l'occasion de parler à des entrepreneurs. Et le monde de l'entreprise, c'est pas nécessairement le monde de l'hôpital, même si il nous a été souvent dit par nos ministres de la Santé et par d'autres que finalement l'hôpital, c'était une entreprise comme une autre. C'est quand même un concept qui est toujours un sujet de discussion et de controverse. Il y a d'autres ministres qui sont pas d'accord. Il y a évidemment plein de médecins qui sont pas d'accord. Mais ceci dit, je crois qu'il y a toujours à gagner de ces échanges et de la richesse de ces échanges avec le monde de l'entreprise. M'intéressant un tout petit peu à ce monde de l'entreprise, lorsque je regarde, par exemple, les conclusions de Davos en 2020 et la question qu'il se posait sur le sens d'une entreprise au moment de cette quatrième révolution, qui est la révolution digitale, on s'aperçoit quand même qu'une entreprise, c'est quelque chose qui fait plus que générer de l'économie, plus que générer de la richesse économique, et considérer l'entreprise comme aujourd'hui un élément essentiel de l'évolution de nos sociétés composées de citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une richesse dont notre monde doit s'inspirer, et notamment notre monde hospitalier. Alors, cette quatrième révolution, c'est cette transformation digitale dont vous avez probablement beaucoup parlé déjà depuis tout à l'heure, et qui pour moi est née lorsque je me suis rendu compte qu'on voulait nous apprendre à nous servir de ces trucs-là, des ordinateurs, et que à l'époque Steve Jobs se disait, ben tiens, finalement, puisque l'homme est peut-être pas assez intelligent pour apprendre à se servir d'un ordinateur, on va apprendre l'homme à l'ordinateur. Alors, depuis cette époque, ça doit dater de 84, le monde a bien changé, et cette transformation digitale, elle est rentrée dans nos vies. Nos vies. Rappelez-vous de nos vies. Lorsqu'on a commencé à jouer à Second Life, c'est deuxième vie. Vous vous rappelez peut-être de ce monde où on pouvait s'inventer un personnage, s'inventer une autre vie et réfléchir à ce qu'on allait en faire. Alors moi, aujourd'hui, je suis réanimateur, et en fait, j'ai envie de vous dire que réanimateur, eh ben, on joue à ce qu'on vit aujourd'hui, tous les jours. Ça, c'est des images qui ont été prises dans notre service au début de cette crise Covid. Et je peux vous assurer que à ce moment-là, on s'est bien rendu compte de ce qu'était notre univers, notre quotidien et notre spécialité, qui est en fait une spécialité qui a un seul sens: créer des deuxièmes vies. Créer une deuxième vie qui ait un sens, et finalement, changer le sens du mot demain. Demain, c'est un mot qu'on prononce, je sais pas, 10, 15, 20 fois par jour. Je suis sûr que depuis le début de cette journée originale, vous avez prononcé ce mot-là des dizaines et des dizaines de fois. Et souvent, on oublie le sens que peut avoir ce mot demain. Et ce mot demain, il change de sens lorsque vous vous retrouvez projeté dans cet univers qui est la réanimation, parce que votre vie ou la vie d'un de vos proches est en danger, quelle que soit la maladie qui met votre vie en danger. Alors, c'est pour ça qu'on a créé cette fondation qui s'appelle 101, parce que One, c'est vous, moi, aujourd'hui, nous sommes ravis d'échanger autour de cette journée originale, parce qu'on est en position debout, parce qu'on est en pleine possession de nos moyens, et qu'on est en train de penser à ce que nous allons pouvoir faire pour notre monde, notre vie, nos entreprises, nos familles, ce qu'on va pouvoir faire de nos vacances dans quelques jours. Et puis, on peut se retrouver du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, en position zéro. Notre vie est menacée, la vie d'un proche est menacée, notre vie entière dépend d'une équipe de réanimation dont le seul objectif, c'est de vous ramener à cette position
hein. Et alors, ces chiffres, c'est 1, c'est 0, c'est aussi le langage du monde digital. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce monde digital, c'est un monde qui est commun à la transformation de notre société, à la transformation de la façon dont on soigne des malades et dont on a la capacité de mesurer l'efficacité de nos processus de soins. Notre monde a changé. Depuis le mois de mars, on s'est rendu compte du jour au lendemain qu'aux quatre coins de ce monde, un virus qu'on ne connaissait pas est venu bouleverser la donne économique, bouleverser la donne. Et on pensait que ça démarrait en Chine, que ça resterait en Chine. Et on s'est bien rendu compte que bah, ça s'est propagé. Ça s'est propagé partout. Ça a mis nos économies à l'arrêt. Vous avez entendu parler de Covid-19 tous les jours. Et s'est mis en marche un énorme effort de solidarité entre les laboratoires pour séquencer le virus plus vite, pour partager l'information, pour comprendre comment ce virus se propage, pour comprendre comment ce virus, finalement, va nous atteindre et menacer nos vies avec des infections qui ont été essentiellement des infections respiratoires qui vous ont amené, qui ont amené nos proches dans les services de réanimation. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans votre vie, dans la vie de tous les jours des Français qui entendaient tous les jours ces statistiques sur le nombre de patients en réanimation. Ce mot est rentré dans votre imaginaire quotidien. Alors, je ne vais pas parler très longtemps de cette pandémie dont on vous parle depuis maintenant quelques mois. Juste vous rappeler quelques trucs essentiels. Ça, c'est le nombre de cas d'infection à Covid-19 dans quelques pays. Vous avez ici l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Belgique. Vous voyez que au début, le taux de propagation de l'infection était globalement le même partout. Et puis, il y a effectivement des plateaux qui sont atteints à des niveaux différents en termes de nombre de patients, alors qu'il y a encore des pays, je cite le Brésil, je cite les États-Unis, où on n'est pas encore du tout au plateau, et aujourd'hui, l'infection est encore active. Alors, quand on regarde la mortalité de ces infections, sur cette diapositive, vous avez la mortalité par million d'habitants dans différents pays de notre planète. Plus c'est foncé et plus ces chiffres sont importants. Vous voyez qu'en France, on est autour de 457 décès par million d'habitants, alors que nous avons confiné notre pays et vous l'avez bien vécu, vous l'avez bien senti avec vos entreprises. En Suède, par exemple, où ils n'ont pas confiné, on est à 531 décès par million d'habitants. L'impact sur le PIB est d'ailleurs globalement le même qu'en France. Et en Belgique, on atteint des chiffres comme 842. Alors, comment peut-on avoir 842 décès par million d'habitants en Belgique et en Allemagne en même temps 107 décès par million d'habitants? Et c'est là qu'il faut se poser énormément de questions sur la qualité de la façon dont on soigne nos patients. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que l'hétérogénéité des pratiques, elle est bien réelle et elle est réelle dans tous les pays du monde. Prenez un pays comme les États-Unis, vous comparez le top 10% et le bottom 10% des hôpitaux américains sur des maladies qu'on connaît bien, la crise cardiaque, l'infarctus. Vous voyez que le taux de mortalité, il varie de 2,3%. Sur les infections de cathéter, 18 fois plus d'infections de cathéter, 45 fois plus d'escarres dans les moins bons hôpitaux américains que les meilleurs hôpitaux américains. Et bien sur le Covid, c'est pareil. Là, vous voyez le rapport entre la mortalité observée et la mortalité prédite par les scores. Quand c'est vert, c'est qu'on sauve plus de vies que le nombre de patients qui sont censés décéder. Quand c'est rouge, c'est que malheureusement, il y a plus de risques de décès. Et vous voyez que d'un centre à l'autre, quelquefois à 1 kilomètre entre mon hôpital où on a 11% de mortalité dans le Covid et un hôpital qui est situé à 1 kilomètre de chez nous, bah, la mortalité est 77%. Vous pouvez avoir des variations très importantes. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas toujours ce qu'on est censé appliquer et c'est là qu'on a besoin d'agilité, c'est là qu'on a besoin de changer. Si vous avez une catastrophe qui vous arrive dans la vie, vous cassez votre iPhone, il va vous falloir globalement 17 heures, 17 jours, 17 semaines, 17 mois pour changer? Non, vous allez changer tout de suite.
Or, si vous avez une maladie qui vous amène en réanimation ou dans un hôpital, il faut 17 ans pour que 14% des résultats de la recherche se traduisent par un changement de pratique au lieu du malade. Et c'est là qu'on a besoin d'agilité. C'est là qu'on a besoin d'avoir un effort de solidarité qui rime réellement avec agilité pour qu'on change et qu'on réaligne les soignants avec ce qui est au centre de leur cercle d'or, à savoir sauver des vies. C'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour sauver des vies. Et dans les 1200 centres qu'on a affiliés avec 101 de par le monde, on s'est mis d'accord sur ce qui était notre objectif principal, faire en sorte que l'accès à des soins de qualité devienne un droit humain fondamental lorsque votre vie est menacée. Et pour ça, c'est l'agilité, c'est la motivation rationnelle des ressources humaines, recentrer les praticiens sur ce qui doit être au centre de leur cercle d'or, sauver des vies, mais aussi l'usage intensif de ces nouvelles technologies pour mieux évaluer et configurer les process. Ces nouvelles technologies, elles vous permettent d'acquérir entre 8 et 10 000 points de données par patient et par jour si vous connectez tous vos outils à un système d'information. Et ça permet du benchmarking, c'est un moteur du changement et c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, cette agilité, elle s'est manifestée dans cette crise Covid très rapidement, lorsqu'il a fallu améliorer les pratiques, en mettant en place par exemple un programme comme notre programme Satisfaction, où on a réussi au Brésil, alors que la mortalité était initialement de 47%, à baisser la mortalité grâce à ce programme qui est clairement data-driven, sur lequel le digital joue un rôle important pour améliorer l'accès à l'information et à la formation, de façon à réduire la mortalité jusqu'à 27%. Aujourd'hui, cette agilité, elle nous permet, un travail qu'on a fait avec AXA, de développer une plateforme de formation, une plateforme qui permet, lorsque vous montez des services de réanimation dans des structures où il n'y en avait pas, que vous exposez du personnel à des malades auxquels ils ne sont pas habitués, d'avoir l'information dont ils ont besoin. Elle nous permet l'agilité de travailler avec des entreprises comme les entreprises du monde de l'impression 3D, avec 3D Natif et le collectif Les Visions de l'Espoir, de protéger nos soignants. Une réponse qui se fait très rapidement et qui touche aussi la recherche, où, par exemple, avec nos amis du Boston Consulting Group, on a pu développer très rapidement des algorithmes pour comprendre qui, parmi ces patients, pouvait développer des complications graves comme des complications rénales. On a beaucoup entendu parler d'insuffisance respiratoire, mais le Covid, ça donne aussi de l'insuffisance rénale. Assez rapidement, on a mis en place des tests qui permettent d'identifier 82% des patients à risque d'insuffisance rénale, complications graves, complications mortelles parfois, alors que les médecins ne peuvent pas faire mieux que 50% de détection. Ça nous a permis, là aussi, avec par exemple les entreprises du réseau Excellence de BPI France, de commencer à financer des essais thérapeutiques pour trouver la meilleure stratégie de ventilation artificielle. Et là, encore une fois, c'est cette agilité qui nous permet de mettre autour de la table des gens qui se disent finalement la réanimation devient un enjeu et on va en faire partie. Dernière chose, c'est de mieux accompagner les patients, leurs familles au travers de cette épreuve. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces deuxièmes vies, c'est parfois pas simplement des deuxièmes vies, c'est des troisièmes vies et l'impact sociétal, il est majeur. Cette jeune femme qu'on a sauvée il y a quelques années après un séjour de plus de 3 mois en réanimation a donné naissance à une entreprise de maroquinerie, et puis a donné naissance à Plume, à cette jolie jeune fille. Et évidemment, toutes les mamans aiment leurs enfants, et des fois, je me dis que si j'avais eu malheureusement la douleur de perdre mon père à l'âge de 7 ou 8 ou 9 ans, je n'aurais jamais pu devenir médecin. Et c'est la réflexion que se fait aussi une femme comme Sarah Boadi, qu'on accompagne dans cette campagne Les Gardiens de l'Espoir, pour que demain soit un peu différent et qu'il y ait encore une lueur d'espoir pour ces enfants qui ont été endeuillés parce qu'un des parents est décédé du Covid-19 et que ces familles qui étaient déjà allocataires des minima sociaux se retrouvent aujourd'hui à devoir élever seuls ces enfants avec la douleur en plus de la misère. Pour ces familles, aujourd'hui, on organise une collecte pour essayer de récupérer 1 million d'euros pour essayer de leur donner une allocation. Alors, ça peut se faire par l'intermédiaire d'une tombola solidaire. Vous allez sur gardiendelespoir.com et vous aurez la possibilité de gagner le maillot de Lionel Messi ou
d'Alexandre Lacazette, les gants d'Hugo Lloris et de l'équipe de France de foot, pour que demain matin, on laisse une lueur d'espoir et qu'effectivement, solidarité rime avec agilité, rime avec réanimation, rime avec espoir et volonté d'entreprendre. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté, de m'avoir donné l'opportunité de vous parler un peu de solidarité, d'agilité, de data, et de vous présenter ce qu'on fait avec 101, qui est cette merveilleuse initiative qui est data-driven et dont l'ambition, l'objectif, c'est de sauver 1 million de vies en 4 ans. Un grand merci, professeur, pour votre intervention de ce jour, pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour participer à cette journée originale. Et puis également un grand merci et un grand bravo forcément à tout le personnel soignant de France sur la façon dont vous nous avez aidés tout simplement à traverser cette crise. Un grand merci. Merci. Nous avons alors une première question. Je pense que c'est quelque chose qui sensiblement doit inquiéter les gens. On parle beaucoup de deuxième vague qui devrait arriver donc en automne. Est-ce qu'on est plus prêt aujourd'hui, plus préparé que ce qui s'est passé au mois de mars? Est-ce qu'on sera dans la même configuration de confinement ou est-ce que finalement on a quand même aujourd'hui une certaine préparation? Alors, je crois qu'il faut espérer qu'on sera effectivement pas dans la même configuration de confinement, parce que je vois pas comment notre monde pourrait y résister. Oui, on peut dire qu'on est mieux préparé parce qu'il y a eu, d'abord, on a beaucoup appris, il y a énormément quotidiennement des retours d'expérience qui sont en train de se faire et qui nous permettent d'améliorer notre réponse. On a compris, par exemple, qu'un certain nombre d'indicateurs qu'on surveillait étaient des indicateurs beaucoup trop tardifs. Aujourd'hui, on a la capacité de suivre des indicateurs bien plus sensibles, bien plus précoces, qui nous permettent de penser que le fameux R0, ce rapport entre un patient infecté et le nombre de patients que va contaminer cet individu, change. Et surtout, on a accès à des choses, à des masques, à des tests. On a appris à monter et démonter l'hôpital, à réorganiser complètement notre activité. Et je pense que aujourd'hui, pour surveiller ces indicateurs bien plus sensibles et bien plus précoces de façon pluriquotidienne, on peut dire sans risque de se tromper que si deuxième vague il y a, elle ne sera pas de la même ampleur et que notre réponse sera bien plus agile, bien plus rapide et bien mieux adaptée. Bon, c'est déjà des paroles assez rassurantes, enfin, du moins plus rassurantes. On a vu que vous aviez beaucoup de partenariats finalement avec votre fondation et donc celle avec Sarah Boidi. Comment s'est passée cette association? Comment s'est fait ce rapprochement finalement entre vous deux? Alors, il se trouve que je connais bien l'agent de Sarah Boidi, qui est David Venditelli, qui s'occupe de Score Agency, parce qu'il y a très longtemps, je m'étais occupé d'Eric Abidal. Et Sarah nous a contacté via son agent. Elle avait été voir son agent en disant c'est pas possible, on fait beaucoup de choses pour les soignants et finalement pour les familles on fait pas grand chose. Et David lui avait dit bah oui, effectivement il y a des gens qui peuvent t'aider à faire, c'est 101 puisqu'on se connaissait, c'est eux qui nous ont contactés. Et nous, on a tout de suite été séduits parce que, en fait, il faut bien réaliser que Covid-19, c'est une maladie de la pauvreté. C'est une maladie qui reflète bien le fait que l'état de santé de nos populations est fragile. L'obésité, le diabète, l'hypertension, des choses qui sont clairement des facteurs de risque. C'est des choses qui sont associées, malheureusement, à des niveaux socio-professionnels, socio-économiques moins favorisés. Et on a été tout de suite sensible à cette cause. Je vous l'ai dit, c'était pas une figure de style quand je vous ai dit que si mon père était décédé quand j'avais 8 ou 10 ans, je serais jamais devenu médecin. Mes parents, ma mère n'aurait jamais pu payer nos études. Et quelque part, on doit se dire à un moment que ça peut pas être programmé comme ça, quoi. Notre pays, si on veut projeter quelque chose qui donne une lueur d'espoir, la volonté d'entreprendre, la volonté de se battre pour ce pays, il faut faire quelque chose pour ça. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour les gardiens de l'espoir et que on est content d'avoir l'opportunité de vous en parler. On espère que vous allez
On va relayer l'information. Relayer l'information et pouvoir aider ces familles à hauteur de 2 000 € pour les assister sur les obsèques et 1 000 € par enfant mineur ou adulte en situation de handicap. Très bien. Alors, juste une dernière question. On a une question de Jean-Maurice. Que faut-il changer dans la gestion administrative des hôpitaux pour apprendre plus vite? On a perdu il y a longtemps un truc qui était très, très utile, qui était une gestion bipartite de l'hôpital avec un binôme entre un directeur d'hôpital et une équipe de médecins qui définissait des projets médicaux. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un énorme souci, c'est qu'on n'ait plus ce binôme à la direction de l'hôpital et que l'hôpital se retrouve parfois uniquement avec un objectif de rentabilité en perdant de vue l'enjeu de santé publique pour les populations. Par exemple, c'est très facile de se dire que faire des cataractes en open space, c'est rentable pour un hôpital. Est-ce que c'est le rôle de l'hôpital public? Je ne sais pas. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Et si on doit changer un truc, c'est pas simplement dans l'hôpital. Je pense qu'il faut que la santé, comme l'éducation, ça devienne des enjeux dont les citoyens s'emparent et qu'on en fasse des vrais sujets de discussion dans les périodes électorales et entre les périodes électorales, parce que je crois que c'est vraiment la clé de la réussite de notre pays. D'accord. Mais en tout cas, merci encore. Le temps est trop court. Merci pour votre précieuse intervention et un grand bravo encore une fois. La journée originale, elle touche presque à sa fin, mais on a encore une intervention, un témoignage, cette fois de Madame France Sétier, qui va nous témoigner sur la création de sa boîte. Elle a créé sa boîte à 50 ans, donc maintenant il faut oser. À tout de suite. Merci professeur, au revoir.